Donc je vais d'abord me présenter quand même, parce que donc je m'appelle Henri Chély et en fait ma carrière se divise en deux grandes parties. La première partie où j'ai fait surtout de l'informatique, du développement, de la gestion de projet, etc. Et puis une deuxième partie où j'ai commencé à faire de l'organisation en informatique et puis l'organisation tout court, du management, du conseil en management. Aujourd'hui, en fait, je fais deux choses. D'une part, je fais partie d'un club qui s'appelle le Club des pilotes de processus. D'ailleurs, vous verrez que je parlerai régulièrement de processus, hein, parce que c'est quand même un peu le cœur de pas mal de choses. Et puis, je m'occupe également d'un réseau d'entreprises qui a pour ambition de transformer des organisations, petites ou grandes d'ailleurs, que ce soit des administrations ou pas, à travers à la fois l'organisation. Quand on parle d'organisation, nous on entend les structures, les processus, les compétences, à travers l'informatique, donc à la fois la liaison entre cette organisation et l'informatique, essentiellement entre les processus et l'informatique, on en parlera tout à l'heure, et à travers les relations humaines. Voilà, donc on essaye toujours d'intégrer ces trois dimensions quand on fait de la transformation. Ici au cœur de ce que je vais vous présenter, et qui a servi en fait de base à mon second livre. Le premier livre que j'ai écrit, c'était l'urbanisation de l'entreprise et de son système d'information, étant entendu qu'une urbanisation doit intégrer les deux, sinon, enfin, mon point de vue, c'est pas l'objet de ce soir, hein, mais mon point de vue c'est qu'il faut travailler sur les deux plans en même temps, sinon urbaniser ça n'a pas de sens, sauf sur le plan technique. Et puis donc le livre pour lequel je viens vous présenter ce soir un peu les grandes idées, c'est une nouvelle démarche d'organisation et d'informatisation des entreprises et évidemment des administrations aussi. Alors d'abord, moi je tiens quand même à vous remercier de m'accueillir, hein, c'est gentil et j'apprécie. Donc ce dont je vais vous parler, c'est d'abord des grands principes qui sont dans ce livre et qui vont en fait guider toute la présentation. La première chose, c'est que je considère, mais après on peut en discuter, d'ailleurs entre parenthèses, poser des questions au fur et à mesure, ça ne me pose pas de problème, au contraire, ça orientera mon discours, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire, mais ça dépend de votre intérêt aussi. Donc la première chose, c'est que dans une entreprise, quelle que soit son organisation, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle date d'il y a 2000 ans ou qu'elle soit créée aujourd'hui, il y a des processus. Donc on peut regarder ça comme on veut, de toute façon il y a toujours des processus. La différence entre il y a 2000 ans et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on cherche à les formaliser, à les optimiser et à identifier les moyens dont chaque processus va avoir besoin pour, je dirais, délivrer les produits, les services de l'entreprise. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un processus? Alors des définitions, vous savez, il y en a des mille et des cents. Les premières ont été définies par la qualité, enfin, etc., par l'ISO, enfin, toutes ces choses-là. Moi, j'ai pour coutume d'utiliser une définition qui est extrêmement simple. Un processus, c'est un événement déclencheur, et on verra que selon l'événement, eh bien, le processus ne représentera pas la même chose. Vous verrez, je développerai ça tout à l'heure. Un événement qui interrompt le processus, qui en principe est celui qui a répondu à l'événement qu'il a déclenché. Hein, vous prenez une commande, ben, le processus il est terminé quand on a délivré la commande, selon les conditions sur lesquelles on s'est engagé, etc. Et entre les deux, eh bien, vous avez un certain nombre, nous on appelle ça des phases, en gros ce sont des étapes, pendant lesquelles ben, on réalise un certain nombre de tâches. C'est aussi simple que ça. Par contre, la grande question que j'ai pu me poser au cours des différentes missions que j'ai pu mener, c'est de me dire qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un chef d'entreprise, une entreprise internationale,
qui se dit j'ai des filiales partout dans le monde et je veux comprendre la manière de fonctionner le plus efficacement pour un certain processus, quel qu'il soit, hein, qu'il soit de gestion, de commande client, n'importe quoi, à travers toutes les entreprises que j'ai dans le monde, et un processus d'un chef de service qui se dit je dois traiter un certain nombre de documents qui m'arrivent, faire un certain nombre de choses et délivrer au service qui est à côté ce que je suis censé lui donner. Il n'y a rien de commun, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce sont des processus tout aussi importants. D'ailleurs, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, qui sont structurées quand même pas mal en silos, bien sûr, on parle de processus transverses, hein, c'est quand même maintenant bien entré dans les mœurs, mais n'empêche que dans la plupart de ces entreprises, quand un directeur de structure ou de fonction décide d'attaquer ces processus, en général, il va traiter les processus dans le cadre de sa direction, en disant voilà ce qui rentre, voilà ce qui sort, moi le reste, au fond, je m'en préoccupe pas. Et pourquoi il dit je m'en préoccupe pas? Pour une raison très simple. C'est que lui, il a des objectifs, on lui donne des objectifs. Et donc, il va essayer de faire en sorte, comme tout manager, d'exploiter ses ressources de la meilleure façon pour que sa direction soit la plus efficace et réponde à l'objectif qu'on lui a fixé en termes d'efficacité. On doit traiter le temps de commande, on doit délivrer tant de produits, on doit vendre tant de choses, etc. etc. Lorsqu'on voit l'entreprise de cette manière-là, en fait, on se rend compte que selon la préoccupation de la personne qui veut étudier un champ fonctionnel quel qu'il soit, finalement, le processus et même le domaine dont on s'occupe va être différent. Et on a défini, et j'ai défini dans le livre dont je vous parle, la notion de stade. Et cette notion de stade, elle est liée à la préoccupation du manager qui cherche à faire son analyse. Alors j'en ai défini 4, on aurait pu en définir probablement des centaines, mais il y en a 4 qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont cohérentes, à la fois dans les préoccupations et les objectifs qu'on se donne, dans la manière dont on va organiser les choses et à partir des moyens qu'on veut mettre en œuvre. Alors c'est toujours critiquable, hein, on pourra toujours dire pourquoi vous n'en avez pas mis 5e. En tout cas, j'en ai défini 4. Le premier stade, qui est un stade où en fait la préoccupation essentielle, c'est la productivité. Disons, moi, ce que je veux, c'est produire le plus de produits, le plus vite possible et au prix le moindre. Alors on va dire, ouais, mais c'est du taylorisme, ça date de quelques centaines d'années, bon, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, du taylorisme, on en fait dans toutes les entreprises. Quand vous êtes dans un service client où on vous dit vous devez répondre à 60 demandes, pardon, 30 ou 40 demandes dans l'heure, je suis désolé. Si ça, c'est pas du taylorisme ou de la productivité, je ne sais pas ce que c'est. Quand on est dans une banque et qu'on demande de traiter des chèques par milliard, c'est de la productivité, rien d'autre. Quand on demande de traiter des transactions, tant de transactions, et je ne parle pas de l'industrie, où c'est beaucoup plus traditionnel et on comprend mieux. Donc ça existe aussi aujourd'hui. Mais il n'empêche que lorsqu'on se préoccupe essentiellement de productivité, eh bien, on a une manière d'aborder les choses qui est tout à fait particulière. On va se concentrer sur quoi? Essentiellement sur les postes de travail. Comment est-ce qu'on va organiser les postes de travail et les moyens qu'on met dessous, les ressources qu'on met dessus, pour que ce soit effectivement le plus efficace et le plus productif possible. Voilà, ça c'est un premier stade et on verra comment il se caractérise après. On verra d'ailleurs que les stades sont pratiquement une progression finalement historique de la complexité des problèmes auxquels on est confronté. Le deuxième stade, c'est le stade où on cherche à optimiser ses ressources en disant bon, c'est bien de travailler poste par poste, mais tout de même, il y a quand même des compétences qui ont l'air assez proches et peut-être qu'on pourrait mieux utiliser ces compétences. Et ça vient essentiellement quand on ne travaille pas vraiment
en grande série, mais par des séries très découpées, avec pas mal d'options. Donc il faut essayer d'optimiser ça. Et on va travailler essentiellement sur la polyvalence des ressources. Alors quand je dis ressources, j'ouvre une parenthèse, ressources c'est les ressources humaines, bien sûr, mais c'est aussi les ressources machines, hein, les machines qu'on utilise, les moyens matériels, chimiques, électroniques qu'on peut utiliser. Pour moi, un ordinateur, c'est pas autre chose qu'une machine. Et puis, les programmes, au sens large, les programmes. Alors, il y a les programmes informatiques, c'est l'essentiel, mais il y a aussi, je dirais, tout ce qui permet d'automatiser une machine, c'est un programme. C'est-à-dire qu'on a mis dans la machine une intelligence qui cherche à remplacer l'homme, qui cherche à remplacer l'intelligence de l'homme. Je ne vais pas développer ça, mais en gros, voilà les trois moyens. Et donc, pour optimiser ces moyens, on va chercher à faire de la polyvalence. D'ailleurs, quand une entreprise dit aujourd'hui, et j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, hein, qui disent, bon, ben moi, il faut absolument qu'on travaille sur la polyvalence, il ne faut pas chercher, on est dans le deuxième stade, hein, on n'est pas dans la recherche de fidélisation ou autre dont je parlerai tout à l'heure. Donc il y a ça, et il y a également la mutualisation. Autrement dit, on va chercher à mutualiser un certain nombre de moyens pour faire en sorte qu'on les optimise. Quand on va, d'ailleurs historiquement, c'est là où les grandes fonctions ont été créées. On a cherché à mutualiser des ressources pour traiter des ressources humaines, des achats, de la stratégie, plutôt, alors que c'était beaucoup plus réparti. Et évidemment, là, quand on parle d'optimisation, en fait, on vise les grandes entreprises et les entreprises moyennes qui travaillent en silo, au fond. Hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est le moment où, effectivement, les grands silos sont arrivés. Et aujourd'hui, je ne donnerai pas de chiffres parce que je n'en ai pas, mais la plupart des entreprises sont structurées et fonctionnent comme ça. Le troisième stade, en fait, il est né au moment où on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir des clients, mais que c'était encore mieux de les garder parce que ça coûtait très cher. Ça coûte très cher, pourquoi? Parce que la concurrence se développe. Parce que le client, enfin je ne vais pas développer tout ce que vous connaissez, tout ce qu'on dit habituellement là-dessus. Et donc, ce qu'on a cherché, c'est à fidéliser. Comment est-ce qu'on va fidéliser? C'est le troisième stade, la fidélisation. Et si on veut fidéliser, automatiquement, on va changer la façon dont on voit l'entreprise. On la voyait en interne, comme ça, de manière verticale. On va se dire, mais si je veux fidéliser mes clients, il faut quand même que je les vois en transverse. Pourquoi c'est en transverse? En transverse par rapport au silo. Hein, sinon, c'est pas plus transverse qu'autre chose. Mais on va se concentrer sur celui qui va nous demander quelque chose, et on va essayer de faire en sorte qu'on va, prendre des engagements par rapport à la concurrence, pour dire, nous on s'engage là-dessus et on le tient, mais également pour faire en sorte que ces engagements, on les tienne, parce que c'est pas le tout de les donner, encore faut-il les tenir. Et donc on va regarder les choses dans l'autre sens que les silos, en disant, je regarde celui qui me demande quelque chose, et je vais le satisfaire. Ça, c'est la fidélisation. Et enfin, donc là, c'est les processus transverses, hein, classiques, dont on parle maintenant de plus en plus. Et le quatrième stade, c'est un stade qu'on voit simplement apparaître. Il est en train d'apparaître, c'est le stade où les entreprises vont enrichir leurs offres de plus en plus en intégrant des choses qui ne sont pas fondamentalement dans son savoir-faire ou dans ses finalités, mais en faisant en sorte de donner une offre qui va couvrir tout un besoin aussi bien des individus que nous sommes que des entreprises. Et donc elle va intégrer là-dedans des choses qu'elle ne sait pas faire elle-même, mais des choses que des partenaires vont s'engager à faire en respectant les engagements de l'entreprise. Et donc on a à ce moment-là des groupements de partenaires, mais des partenaires non pas au sens où on est des clients et des fournisseurs, mais bien au sens où je vous prends parce que vous savez faire un certain nombre de choses, je vous prends pour vos compétences et vous allez délivrer ces compétences avec une certaine qualité sur lesquelles moi je me suis engagé et vous, vous êtes aussi engagé que moi sur ce que je dois livrer. C'est ce qu'on appelle le quatrième stade. Il est en devenir, c'est clair, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui vont vers là et qui intègrent en disant, je ne sais pas, par exemple, je vais m'occuper de vos moyens de transport, mais tout quoi, tout, la location, les matériels, la maintenance, le remplacement, les assurances, tout, on m'occupe de tout. Alors, il n'y en a pas qui font ça aujourd'hui, non. C'est ça le quatrième stade, d'accord? La personnalisation. Voilà. La personnalisation, et là ça veut dire qu'en fait,
toutes les contraintes qu'on avait au niveau d'une entreprise, on l'a maintenant, on l'étend, donc c'est l'entreprise étendue, hein, on l'étend à ce groupement de partenaires. À la fois les contraintes, les moyens d'optimiser, etc. Et donc on a une manière d'exploiter tout ça un peu particulière, et on verra notamment par rapport à l'informatique, c'est quand même pas sans conséquences, évidemment. J'ai une question. Vous l'appelez personnalisation. Pardon? Je l'appelle personnalisation. Ça ressemble à de la sous-traitance. Attention qu'on sous-traite des pans d'employés. Justement pas, c'est ce que je... Quand je disais on n'est pas client fournisseur, c'est que justement, on n'est pas des sous-traitants. Le sous-traitant qui travaille pour Renault, il s'engage en rien. Quand la voiture est en panne, c'est Renault. D'accord? Lui, il s'engage à rien. Alors que là, le client peut très bien contacter le sous-traitant, pour prendre ce cas, en lui disant « Dites donc, votre phare, là, il ne marche pas, là, vous devez me le réparer. » Parce qu'on considère que ce sous-traitant qui est partenaire, il fait partie de l'entreprise. Il n'est pas sous-traitant. Il fait partie de l'entreprise. Il peut être contacté directement par le client. Alors, on le voit très bien beaucoup plus dans les services, c'est clair, que dans l'industrie, mais pourquoi pas dans l'industrie? En allant contacter directement celui qui est censé pouvoir régler le problème. Et non pas en passant par Renault ou par un de ses revendeurs. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que le partenaire s'engage à le même engagement. Pour le client, c'est évidemment, il y a une marque et tout, mais il s'engage sur le client qui commande, par exemple, je vous dis le cas pour la flotte complète et les transports, etc. Si le gars a un problème avec un camion, il va y avoir le gars qui est sur les camions, s'il va voir, etc. C'est bien ça l'idée. C'est en cela que c'est différent. Et c'est en cela qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des directions de partenariat, vous les connaissez, et plus ça va, et plus on essaye d'intégrer le partenaire dans les engagements, dans les processus de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement, comme vous disiez, sous-traitants, parce que ça existe évidemment aujourd'hui, mais ils sont bien partie prenante, tout comme n'importe quelle direction d'une entreprise pourrait l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Quelle peut être la forme juridique? Pardon? Quelle peut être la forme juridique? Eh bien justement, il n'y a pas de forme juridique. Ça, c'est le problème. C'est un problème. C'est pour ça que c'est en devenir et que c'est assez compliqué. C'est pas co-traitant. Pardon? Ce n'est pas co-traitant. Co-traitant, voilà. Alors je vous dis ça parce que dans le réseau que moi je gère, c'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas de forme juridique, on a un contrat entre nous, et c'est assez informel. On l'a créé comme ça. Et on voulait créer au départ une franchise, mais on s'est rendu compte que ça n'allait pas, ça ne marchait pas. La franchise, ça ne marche pas. C'est pas du tout le modèle qui nous convenait. Donc voilà, c'est ça, mais je me rends compte que dans la réparation automobile, dans les services, dans beaucoup de choses comme ça, c'est quelque chose qui est en train de revenir, qui est en train de se formaliser. Alors, les GIE n'ont pas existé de tout temps, et pourtant on les a créés. Donc il faut créer la forme juridique. Elle n'existe pas. Vous avez raison, c'est une très excellente question. Vous avez pas répondre. Et le co-traitant, pardon, c'est pas forcément ça, parce qu'il doit être visible par le client final. Pas encore. Moi, je travaille dans une entreprise. Pas encore. Donc, voilà. Absolument. Il doit être visible dans le contrat. Voilà. Avec le client final. Voilà. C'est en gros, c'est les groupements solidaires, les groupements conjoints et solidaires. C'est un peu ça l'idée qu'il y a dans l'administration. Où tout le monde doit être visible. Sauf que là, vis-à-vis de l'administration, il n'y a quand même qu'une entreprise qui est visible. Enfin, mais il n'y a pas de modèle qui le prête. Mais je pense qu'on va vers là, et ça qui veut dire d'ailleurs qu'à mon avis, les grosses, énormes entreprises, plus ça va aller, moins elles seront vivables. Ça va plus pouvoir tenir. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir créer des sous-produits, des sous-ensembles bien plus efficacement que l'entreprise. Et donc, celles-là vont s'associer et vont être beaucoup plus efficaces que le gros groupement. Donc le groupement ne va pas avoir d'autre chose. D'autres choix, il va y avoir une telle diversité, on ne pourra pas tout traiter. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Alors vous la partagez ou pas, après c'est autre chose, mais en tout cas c'est ma conviction. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu les joint ventures? Ben non, parce que là non plus, il n'y a pas d'engagement, c'est pas la même chose. On fait des joint ventures sur, par exemple, une recherche et développement, pour dire on va travailler, par exemple, sur les moteurs diesel. Là, on va le faire là-dessus, mais uniquement là-dessus. Alors, je peux imaginer que deux concurrents s'allient momentanément. Mais bien sûr, mais absolument. Et d'ailleurs, un partenaire qui a vraiment une spécialité dans un produit qui est indispensable pour telle ou telle chose, peut aller travailler avec d'autres groupements en disant moi je fais ça. Évidemment, le gros intérêt, c'est que lui, il va être extrêmement efficace, et donc le coût qu'il va proposer, parce qu'il va l'amortir sur beaucoup, va évidemment être beaucoup plus efficace. On le voit beaucoup ça. D'ailleurs, quand on sous-traite à quelqu'un, c'est que en fait on va vers quelqu'un qui a le problème qu'on a de manière
petite, enfin, pas très importante, alors que lui, il est capable de le proposer à plein de gens, et donc ça va évidemment amortir beaucoup plus les investissements, les compétences, etc. Et donc le coût, évidemment, va être moindre. Et alors je le cite d'autant plus que dans les entreprises pour lesquelles je travaille, très souvent, je me rends compte qu'il y a une solution vis-à-vis d'un certain nombre de clients, de prendre en charge certains travaux que font les clients en disant « je veux le faire chez moi ». Et donc je rallonge mon processus et je rajoute une valeur ajoutée supplémentaire en la prenant à ma charge, parce que j'ai énormément de clients qui, au fond, chez eux, font certaines choses en amont de mes processus. Et en fait, moi je commence mon processus ou je finis mon processus, ils font autre chose derrière, et à la limite, moi je peux très bien l'intégrer chez moi, le faire pour eux, et donc avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante, parce que je suis capable de traiter pour plein de clients qui ont le même problème. Et ça, en termes d'organisation, c'est extrêmement puissant, parce qu'en termes de produits, enfin bon bref, là je m'écarte un peu du sujet, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer ce quatrième stade, pour lui donner un peu de profondeur. Excusez-moi, la co-entreprise, pourtant, ça existe depuis quelques années, et surtout dans le domaine de l'IT, on voit ce développement d'alliances entre des clients et des fournisseurs de services, des grosses extrémités, qui créent des co-entreprises justement pour délivrer un service avec engagement de service. Ces co-entreprises-là, elles ont bien un statut. Oui, mais une entité dédiée à ça. Les co-entreprises de SNCF, elles sont filiales. Ce sont des GIE, Ce sont des GIE, des filiales, ça dépend. Après, ce sont soit des GIE, soit des JV. Oui, des joint ventures. Voilà. C'est quoi les JV? Joint venture. Ouais. Bon, mais honnêtement, c'est pas le sujet, on pourra en parler, c'est un sujet passionnant d'ailleurs. J'adore en parler avec les entreprises parce que ça ouvre un peu des possibilités d'organisation un peu originales. Alors, ce pourquoi je vous explique ces 4 stades, donc vous avez compris que c'est fondamental. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que quand on regarde une entreprise, d'une certaine taille, je dois le reconnaître, mais pas seulement, en fait on se rend compte qu'on peut y trouver les 4 stades simultanément. Donc les entreprises en général sont polyvalentes. Elles ne sont pas de tel ou tel stade. Certaines parties sont du stade 1, d'autres de 2, d'autres de 3, parfois de 4 quand on veut vraiment créer une innovation, etc. Encore qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voyez. Et donc ce qui est important, c'est qu'elles sont polyvalentes. Et comme elles sont polyvalentes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on regarde les processus qui traversent l'entreprise, on va voir des bouts de processus qui vont traverser des organisations qui ne sont pas dans le même stade. Ça veut dire qu'elles n'ont pas les mêmes préoccupations. Et leur perte d'efficacité, elle est où? Elle est justement au moment où on passe d'un stade à l'autre. Quand vous avez une entreprise qui décide de délivrer les clients, ils ont une commande, on délivre les clients, et en fait ils ont au niveau de leur production des sous-ensembles qu'ils traitent justement avec beaucoup de productivité parce que ce sont des produits extrêmement concurrencés, des sous-ensembles extrêmement concurrencés. Il est clair que là, quand le processus va traverser d'une part la vente, qui elle est éminemment dans le stade 3, très souvent, pas toujours, mais souvent dans le stade 3, parce qu'elle regarde le client, elle veut le délivrer, et à un moment on va rencontrer une production qui elle va dire, entendez-moi, moi je délivre des séries, des machins, si ce que vous me demandez c'est pas dans la série que je produis, bah, vous allez attendre. Hein. Si on a une contrainte de délai, ça pose un problème. Comment fait-on? Alors, évidemment, ce problème a été traité dans les entreprises, c'est connu, je veux dire, et les entreprises ont trouvé des solutions, mais au bout d'un moment, on a réglé tel petit problème, tel genre. Ce que je dis simplement, c'est que si on identifie les stades dans lesquels sont les différents domaines de l'entreprise, alors, consciemment, et par avance, on va savoir où il va y avoir des problèmes, et on va trouver des solutions. Ça peut être, des solutions, ça peut être de faire évoluer le stade, mais ça peut être aussi de se dire, non, 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 je ne peux pas, ma production, je ne peux pas la changer, il faut qu'elle soit de telle... Si ce n'est pas à ce prix-là, à ce moment-là, il faut que je l'externalise, ou que je trouve un partenaire qui va me le faire, etc. Mais je peux aussi me dire, non, parce que c'est quand même, il y a quand même là un savoir-faire dont j'ai besoin, je ne veux pas externaliser. Donc vous voyez, ça pose tout ce type de problème en termes d'organisation. Donc, point important, avant quoi que ce soit qu'on veut organiser, il faut d'abord se poser la question dans quel stade sont mes différents domaines
et ensuite quels sont les processus qui les traversent pour voir et identifier les endroits où je vais avoir une rupture de stade, parce que c'est là où je vais avoir des pertes d'efficacité significatives très souvent. Bien. Deuxième point important, vous avez vu que quand on parle de ces différents stades, en fait, à travers ce concept de stade, on se rend compte que le champ fonctionnel couvert n'est pas le même. Quand on est dans le premier stade, le champ fonctionnel, c'est le poste de travail, on l'a vu, donc c'est relativement restreint. Dans le deuxième stade, ça va être la direction. Donc on va avoir une fonction qui est le champ sur lequel on va travailler. Dans le troisième stade, c'est l'ensemble de l'entreprise, parce qu'on va avoir énormément de choses transverses. Et dans le quatrième stade, c'est l'ensemble du groupement. Donc on voit que le champ fonctionnel qui va être étudié n'est pas le même. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir tout à l'heure. Enfin, dernière chose, vous l'avez bien compris, les stades, en fait, dans mon livre, je les positionne en disant qu'il y a une échelle. Il y a une échelle de stade, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Mais ce n'est pas une échelle d'efficacité. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont extrêmement performantes, efficaces et rentables, et qui travaillent dans le stade 1. D'autres sont tout aussi efficaces dans le stade 3. D'autres dans le stade 3, ils n'y arrivent pas du tout, ils n'y arrivent pas, ils ne s'en sortent pas, etc., etc. Donc c'est juste un mode, une complexité d'organisation, mais ce n'est pas du tout une efficacité. C'est-à-dire que si une entreprise doit travailler au stade 2, c'est-à-dire être vraiment en silo, parce que c'est là où elle est le plus efficace, si à un moment elle se dit, ouais, mais enfin tout de même, il faut quand même que je regarde mes clients, il faut que tout le monde fait comme ça, je vais me mettre sur le stade 3, si on la force à aller dans le stade 3, à tous les coups, ça va s'écrouler, ça ne va pas marcher, parce que les produits ne sont pas comme ça, les clients ne raisonnent pas comme ça, etc., etc. Bien, une fois que j'ai dit tout ça, donc vous voyez comment on aborde en termes d'organisation une entreprise. Et ce pourquoi je suis là, c'est justement pour vous montrer comment cette vision de l'entreprise impacte fortement les ressources. Alors les ressources humaines, on n'est pas là pour en parler. Les ressources matérielles, on n'est pas là pour en parler non plus, mais pour l'informatique. Comment tout cela impacte l'informatique ? Première question, à quel moment cette vision de l'organisation se trouve connectée, branchée sur l'informatique ? L'informatique, c'est une ressource comme une autre. Donc il n'y a pas 36 endroits où en fait les processus et l'organisation sont liés à l'informatique, c'est à chaque étape des processus, à chaque phase de processus, c'est là où sur un poste de travail, quelqu'un a tout un tas de moyens, dont sa tête, sa connaissance et tout, mais également les programmes qu'on lui propose. Donc le lien, le point de contact entre l'organisation et l'informatique, c'est chaque poste de travail, chaque étape de processus, c'est là où on a la connexion. C'est là où se passe la connexion. Et à chaque poste de travail, en termes d'organisation, on a tendance, enfin moi j'ai tendance à simplement, parce que si on veut l'organiser, d'ailleurs aussi bien en termes d'informatique qu'en termes de moyens et d'organisation du poste de travail, il faut qu'on sache tout ce qu'il est capable de faire, tous les processus qui le traversent, toutes les tâches qu'il va avoir à faire. Et si vous voulez l'organiser de manière optimale, il faut bien avoir une vue d'ensemble de tout ça. On ne peut pas dire, dans un cas, il traite un dossier, on va s'occuper uniquement de ça et des programmes qu'il fait là. Ensuite, il va s'occuper de faire du pilotage. S'il le fait en continuité, parce que c'est prévu dans le processus de le faire en continuité et par lui, et bien à ce moment-là, il faut voir cet ensemble-là. Et donc, moi ce que je préconise toujours, c'est de dire, quand vous allez regarder l'informatique, regardez chacune des étapes de processus et dites-vous quels sont les services qui sont utiles pour que cette étape se déroule de manière efficace. Ce qu'on appelle déroulement efficace d'un poste de travail, c'est pas compliqué, c'est le processus, globalement, il a un certain nombre d'indicateurs d'efficacité. Qu'est-ce qu'on en attend ? De délai, de coût, de qualité, et tout d'autres. Et donc le poste de travail va contribuer à ça. Donc, chaque fois qu'on va dire, on va proposer un service fonctionnel délivré par l'informatique, on va toujours se poser la question, en quoi ce service va permettre à ce poste de travail, cet individu, s'il est là, d'ailleurs ça peut être aussi bien automatique, mais en tout cas cette étape du processus, d'être efficace. C'est ça la question. Au fond, c'est la seule question qu'on a à se poser.
On n'a pas d'autres questions à se poser. Je peux vous proposer quelque chose à voir? Oui, on va faire des... Ça, c'est menthe, hein? Faire des menthes. Oui, oui, c'est très Faites passer. bien. Donc, quand je viens de vous dire ce que je viens de vous dire, en fait, on met en évidence quelque chose qui a été introduit par l'ONGP, je crois, qui était phase, et à chacune de ces phases, on a les services qu'on doit rendre, et bien l'ensemble de ces services, c'est pas autre chose que la couche fonctionnelle. Autrement dit, ces deux couches, métiers et fonctionnels, c'est les métiers qui les définissent, et personne d'autre. C'est surtout pas l'informatique qui les définit. Surtout pas. Or, dans beaucoup d'endroits, c'est l'informatique qui les définit. C'est la catastrophe. C'est pas la catastrophe parce qu'ils sont pas intelligents ou quoi. C'est pas. J'étais informaticien moi-même, donc je sais que j'ai toujours fait l'effort d'avoir quelque chose de cohérent, mais c'est pas à eux à le définir. C'est en fonction de l'objectif métier, de l'objectif du processus, de l'objectif fonctionnel, organisationnel, qu'on va définir. C'est pas la peine d'en faire trop quand c'est pas utile pour la performance. Donc on a ces deux couches-là, et ensuite on abandonne le côté métier, on va passer à l'informatique qui va dire ces services-là, moi je vais les rendre à travers des applications. Alors ça peut être des web services, si pour chaque service on fait un web service, pourquoi pas, mais ça peut être des applications qui intègrent un certain nombre de points d'entrée qui vont permettre de résoudre les services dont on a besoin. Mais ça, c'est un choix d'informaticien, c'est lui qui va choisir la technologie qu'il va utiliser. Comment il va les développer? Est-ce qu'il les met dans une application ou pas dans une application? Est-ce qu'il utilise un logiciel ou pas? C'est son problème. Et les métiers n'ont pas besoin de rentrer là-dedans. D'accord? Et souvent, il y a des métiers qui vont justement rentrer là. C'est aussi néfaste. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Et enfin, bon, après, on a la couche du bas, vous voyez ce que c'est. Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas le rôle de la MOA, la même chose de plus, justement, de servir d'interface entre le métier et l'informatique au sens large pour la définition des exigences de services et des exigences fonctionnelles? D'accord, on va aborder ce sujet-là. Alors, normalement, nous, ça s'appelle Sine Qua Non, le groupement dans lequel on est, et on développe des applications, on travaille sur l'organisation, etc. La manière dont on travaille, c'est que on travaille systématiquement sur les 4 niveaux en même temps, et on travaille directement avec les métiers, directement, il n'y a personne entre nous. Voilà. Parce que les gens qui travaillent, qui développent les programmes informatiques, en fait ne développent pas un programme informatique, ils développent ce qui est nécessaire pour apporter l'efficacité, apporter le service correspondant à comme on nous a demandé. Voilà. On ne se préoccupe pas du reste, ça peut être un truc très simple ou un truc très compliqué, peu importe. On le fait comme ça et on répond à ça. Et donc on est en prise directe avec les utilisateurs, donc on travaille à travers des maquettes. Enfin, c'est tous les systèmes agiles. Hein. Bon. Des maquettes, des prototypes, et au bout en principe 2-3 prototypes, le service est en ligne et puis c'est bon. Voilà. Mais vous êtes l'interface entre les métiers et l'informatique. Absolument. Ben, c'est ce qu'on appelle un peu l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Oui, mais on n'est pas assistant à maîtrise d'ouvrage parce qu'on a à la fois... On fait les... Business analyst. Pardon? Business analyst. Vous êtes business analyst quelque part? Oui, alors on pourra revenir, c'est une question, parce qu'on travaille aussi avec l'IBA dans le C2P. Justement, il y a rien. Oui, sauf qu'on définit. C'est pas comme ça qu'on. Enfin bon, bref. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais ok. Bon. Disons, on est ça, mais ce pourquoi, donc je veux répondre à votre question quand même, parce que. Donc le lien normal, ce serait que les gens qui travaillent sur les applications puissent discuter directement avec les gens qui vont mettre en œuvre les services pour leur dire quelles fonctionnalités vous voulez, etc., etc. Et en face des choses, on n'a pas besoin d'un cahier des charges au fond. On a juste à leur faire, on dit c'est comme ça que vous voulez votre écran, vous voulez ça, on fait la maquette et puis on passe au prototype. Pas de cahier des charges. Pas de cahier des charges. On ne fait pas de cahier des charges. D'accord? Bon. Le problème, ouais, je vous vois tous dubitatifs, c'est normal. Mais c'est normal, c'est normal. Là, Non, mais si vous travaillez en agile, on a compris. Hein. Oui, d'accord. Mais il n'empêche que dans la plupart des entreprises et dans la plupart des gros, parce qu'en fait, pour tout vous dire, nous on ne va pas par exemple installer un SAP, on ne va pas développer un truc où il y a 500 personnes qui travaillent pendant 5 ans, c'est pas notre truc. Nous on travaille dans les interstices, là où il y a des besoins plus réduits, d'accord, où effectivement ce type de démarche peut s'appliquer. Quand on a un gros projet, évidemment,
à ce moment-là, on est quand même obligé de formaliser un peu plus les choses parce que c'est quand même très compliqué et on ne peut pas se permettre d'être aussi agile que ça. Et donc, la difficulté, c'est effectivement que dans ce cas-là, on a beaucoup de mal à faire accoucher les gens de métier de choses qui intègrent l'ensemble de la complexité qu'on aborde. Ils ne savent pas faire ça. Ça demande une logique qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas leur logique. Voilà, c'est comme ça. Et donc, comme ils ne savent pas faire ça, ben on a dit ben on va mettre des MOA et des MOE, quoi, voilà. On a créé ça. Bon, je dirais c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Ça marche mieux avec ça que sans. Voilà. Mais honnêtement, moi je pense que si un jour on arrive à éliminer ça, et je suis désolé pour ceux qui sont MOA, etc., mais c'est comme ça que ça devrait travailler. Voilà. Bon, mais voilà, on ne peut pas le faire toujours. Toutes les structures ne sont pas faites. Il y a des endroits où on lui dit non, non, nous c'est pas possible. Vous discutez avec les MOA, pas avec les métiers. Voilà. Il y a une espèce de chape là, un mur. On ne peut pas discuter avec eux. Bah là, on leur dit oui, désolé, nous on ne travaille pas comme ça. Il y a aussi des endroits où vous êtes obligé d'avoir un cahier des charges. Si vous travaillez avec les administrations, ils travaillent avec appel d'offres et ils vous livrent un cahier des charges. Oui, c'est vrai. Mais c'est justement, vrai. il y a le problème de l'agilité par rapport au travail. Non, j'essaie d'y répondre parce qu'on a travaillé avec l'administration dans ce mode-là. Alors comment on a fait? Ouais, comment on a fait? En fait, leur cahier. Alors pour être tout à fait honnête, on avait déjà fait l'organisation avant. Hein. On avait regardé l'organisation. Et donc le cahier des charges, en fait, décrivait non pas le détail de ce qu'il fallait faire, mais justement la couche fonctionnelle. Uniquement la couche fonctionnelle. Et c'est ça leur cahier. Et les exigences peut-être. Les exigences, évidemment. C'est-à-dire les exigences des processus non qui étaient fonctionnels. Voilà. D'accord? Et donc, alors évidemment, ça a perturbé pas mal les gens qui allaient répondre derrière, ils posaient pas mal de questions, et bon, c'était comme ça. Et voilà, et on a délivré de cette manière-là. Alors évidemment, ça change beaucoup les habitudes, et je dois dire que c'est pas si évident que ça, hein, je reconnais, mais bon, il y a quand même des endroits où on arrive à travailler comme ça. Mais vous vous définissez comment alors? Ni MOA, ni business analyst, donc comment vous vous présentez quoi? Nous, consultant comment? Organisation, Ah, vous voulez dire moi personnellement? Non, enfin, Notre groupement, nous, on fait de la transformation d'entreprise. Point. Ah, et il y a là-dedans, il y a des gens comme moi, on est consultants en management, d'autres sont consultants en informatique, d'autres sont architectes, d'autres sont des développeurs, etc. etc. D'autres sont des sociologues parce qu'on a besoin de traiter les relations humaines, etc. Et c'est ce groupement-là qui va se présenter. Et il y a dedans un certain nombre de compétences dont on a besoin pour délivrer ce qu'on doit délivrer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille, quoi. Voilà, donc moi je ne me présente pas spécialement. Et d'ailleurs, encore une fois, l'avantage que nous avons, c'est que les gens qui développent ont une fibre business, ils comprennent ce que disent les gens aussi. Les gens qui font les maquettes sont des gens qui comprennent, ils sont capables de discuter avec un comptable, un commercial, une assistante de direction, etc., etc. Ils les comprennent, ils sont capables de discuter, formaliser les choses et dialoguer avec eux dans leur langage. Et ensuite, ils sont capables de venir et puis de pianoter sur des écrans, etc. Voilà. Bon. Alors je ne cherche pas du tout à vendre Silicon, simplement pour dire, c'est faisable, on le fait, mais je reconnais que c'est assez différent de ce qui se fait d'habitude, en général. Alors, juste, et je vais fermer la parenthèse là-dessus, il est clair que les gens avec qui on travaille sont les gens de métier. C'est-à-dire que ceux qu'on contacte, ce sont les gens de métier. Ce n'est pas l'informatique, sauf les directeurs informatiques, il y en a quand même, qui disent on a des difficultés à aller vers les métiers, ils viennent nous appeler pour que justement on les aide à faire la connexion avec les métiers, à trouver les bons moyens, les bonnes liaisons, les bonnes gouvernances, pour faire en sorte que cette relation se fasse. C'est vraiment notre spécialité, quoi. Donc on les aide à travers certains projets d'entreprise à créer ce lien qu'ils ont beaucoup de mal à créer. Encore une fois, c'est pas partout, hein, mais enfin, il nous arrive d'intervenir comme ça. Vous ne modélisez pas? Pardon? Modélisez-vous? Oui. Comment? À travers les processus. On modélise les processus, on n'a pas d'outil particulier à notre niveau. Alors ensuite, après, dans notre démarche, on a deux grands stades. Le stade de conception, les stades de mise en œuvre. Dans le stade de conception, on n'utilise pas d'outils particuliers. C'est du PowerPoint, du Visio, n'importe quoi, on s'en fout. Tout est représenté comme ça, avec Excel, avec les outils, les Word, voilà. On n'utilise rien d'autre.
Ensuite, en réalisation, on utilise l'outil qu'utilise l'entreprise, ne serait-ce que pour, par exemple, les processus, faire qu'ils puissent ensuite les diffuser, les utiliser, les exploiter, les faire vivre, les enrichir, etc. On utilise leur outil. Voilà. Mais sinon, nous, on n'a pas d'outils. On a des outils à nous, pour les développeurs notamment, mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Si vous voulez, je pourrais vous en parler. On a des outils qui nous permettent de décrire le processus tel qu'il existe, de définir les évolutions du processus qu'on doit faire, de les porter sur notre outil, et au moment où on les porte sur les outils, ils sont en exploitation. Voilà le genre de choses qu'on est capable de faire. Voilà. Et alors, je ne vous cache pas que là, des fois, on a du mal à discuter avec les DSI, hein, c'est clair, parce qu'évidemment, ils ont des contraintes, et ils cherchent à nous les imposer, ce que je comprends tout à fait. On leur explique, si on prend vos contraintes, on ne sera pas aussi efficace. En général, et je vous le dis très franchement, je sais que tout le monde doit probablement le dire, on a des délais qui sont 4-5 fois moins de ce qui se fait d'habitude. Des coûts pareils, quoi. C'est ça notre force, d'accord? Alors évidemment, ça crée un manque de crédibilité, mais tant pis, c'est pas grave. On le fait. On travaille avec de très grosses entreprises, on travaille avec des petites entreprises de la même façon. Voilà, c'est juste pour vous dire, il y a une réalité dans ce que je vous dis, c'est pas seulement un livre, hein. Il y a de la réalité, ça se fait, ça se vit. Alors, maintenant revenons à l'informatique. Le fait qu'une entreprise ait des stades différents, nous on considère que l'informatique doit en tenir compte. L'informatique ne peut pas ignorer ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on crée des programmes, on va décrire des programmes qui vont être adaptés, par exemple, à une structure de stade 1. Structure de stade 1, on va avoir des programmes qui vont résoudre le problème du poste de travail uniquement. On ne va pas se préoccuper du reste, ce n'est pas l'objectif, puisqu'on veut optimiser uniquement le travail, donc productivité du poste de travail. Et donc on va avoir une ergonomie extrêmement simple, mais on va avoir des informations qu'on va traiter, des règles de gestion évidemment, comme dans n'importe quel programme. Et là, on va avoir des programmes, des modules, je dirais, qui vont correspondre à chaque besoin de chaque poste de travail. Alors ça ne veut pas dire que les informaticiens, étant suffisamment intelligents et faisant de l'intégration que les métiers ne font pas, vont se dire, attendez, là, on a les mêmes infos, on a les trucs, on va les regrouper, on va faire un programme qui fait ça. Bien sûr, on peut toujours optimiser la manière dont on programme, mais l'objectif de l'entreprise, c'est pas de faire ça, puisqu'elle travaille poste par poste. Quand on va travailler au deuxième stade, là ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait, on va avoir des programmes, en tout cas des fonctions, qui vont être, je vous rappelle, hein, c'est la mutualisation. Donc on va avoir des programmes et des fonctions qui vont chercher à regrouper tout ce qui se fait par métier ou par produit, puisque on va être dans une direction qui va traiter un métier ou un produit. D'accord? Et donc là, c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait une application verticale. On va intégrer l'ensemble des règles qui gèrent un métier, en même temps que les informations, et on va faire en sorte que tout cela soit un peu cohérent pour faire en sorte qu'on ne duplique pas les choses. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Pas autre chose que ce que je vous ai dit, de la polyvalence, de la mutualisation. On ne fait pas autre chose que ça. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Lorsqu'on va être au stade 3, là c'est bien plus compliqué. D'ailleurs, vous avez probablement vécu dans vos entreprises. Ce qui était compliqué lorsqu'on est arrivé au stade 3, lorsqu'on a dit qu'il y a des processus transverses, c'est dire, pas de problème, on a la prise de commande qui est là, on a la gestion des stocks, on a le machin. Pas compliqué, il suffit de les relier, quoi, finalement. Hein. C'est tout simple. Hein. Oui, sauf que ça a été une catastrophe. Quoi. Catastrophe. Parce que les applis étaient fermés, il n'y avait pas de point d'accroche, etc. Et donc là, en fait, ce qu'on fait à ce moment-là, la problématique, c'est de coordonner l'ensemble des services qu'on rend le long d'un processus. Et si vos applications n'ont pas été faites en identifiant et en singularisant les services, c'était plus possible à faire. Donc là, quand on est dans le troisième stade, on doit avoir des applications informatiques qui sont capables de coordonner les services le long des processus. C'est une problématique qui est différente des deux précédentes. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et enfin, dans le quatrième stade, comme je vous l'avais dit, en fait, la grosse difficulté là, qui techniquement probablement pose pas de problème, mais qui, en termes
Pardon? d'organisation. D'organisation et de loi, enfin en termes... Il va falloir partager les systèmes d'information. Comment on fait aujourd'hui? La sécurité, il ne faut pas que ça sorte. Les clients, ils sont à nous. Hein. Ouais, alors, est-ce qu'on va donner les informations clients? Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de problèmes comme ça, qui sont des problèmes d'organisation, pas des problèmes d'informatique, parce que l'informatique pourrait très bien le faire. Relier deux applications qui sont dans des ordinateurs, dans des boîtes différentes, c'est pas un problème. On le fait bien entre deux filiales d'une société. On pourrait le faire tout aussi bien entre, je sais pas, entre Renault et Michelin, pourquoi pas? Si Michelin se mettait dans un groupement en disant on va faire des pneus spécifiques pour vous parce qu'ils auront telle qualité, parce que c'est pour vos voitures électriques, on le fait uniquement pour ça. Enfin, je sais pas, oui, ce genre de choses-là. Bon. Voilà. Donc, dans ce que je viens de dire, ce qui est important, c'est de dire, premièrement, quel que soit le stade, et lorsqu'on a développé les modules selon ces différentes contraintes, il y a des choses qui ne changent pas. L'information reste toujours la même. L'information, c'est la même. Si une gestion, si par exemple, vous définissez sur la production, vous allez sur un poste de travail, le gars, on lui dit voilà ce que tu as à faire, tu dois en produire tant, et hop, le gars, quand il a fini, il saisit le nombre de pièces qu'il a fait, et ça rentre en stock. Voilà. C'est une petite appli qui fait ça, qui va alimenter les stocks. Bah, si vous avez une application logistique, cette fonction-là existe. Hein, mais elle va intégrer beaucoup d'autres choses. D'accord? Donc, les informations et les règles restent de stade en stade, au fur et à mesure qu'on évolue, les mêmes. Donc ça pousse à dire, et ce sur quoi nous on s'appuie à mort, c'est pour ça d'ailleurs que ça ne coûte pas très cher, on s'appuie à mort sur l'existant. Dans l'existant, vous avez des règles, des informations, c'est pas la peine de les reprendre. Or, justement, quand on fait des cahiers des charges, ben, en général, les gens refont les choses. Alors s'ils ont un bon architecte, bien sûr, l'architecte va leur dire attention, vous avez déjà ça là. Et ça, d'accord. S'ils ont bien urbanisé, c'est ce que nous faisons en principe dans les étapes amont, ben, normalement il n'y a pas de souci, on sait très bien que dans tel îlot de SI, on a tel référentiel qui est là, on ne va pas le dupliquer, etc. Mais encore faut-il avoir fait l'effort de le faire. En général, l'effort n'est pas fait. Ou, en tout cas, il est rarement fait et mal fait. Donc l'idée, c'est de dire, utilisez votre existant pour tout ce qui est information et règles de gestion. Et connectez-vous là-dessus. Nous, on a une quantité de connecteurs, mais c'est effrayant, quoi. Quel que soit le système que vous avez, un gros IBM, même 360, ou un comment ça s'appelle le truc, oui, les S400, où vous avez des batteries de micros dans tous les sens, avec des serveurs multi-machins, multi-trucs, avec des applications qui ont été développées selon tel langage, tel autre, tel autre. On a toujours des moyens d'avoir des connecteurs pour justement utiliser au mieux l'existant. Et donc de ne développer que ce qui est de l'ordre de ce qu'on veut améliorer en termes d'efficacité. Par contre, là où c'est complètement différent, et c'est là où l'effort doit être fait, ben c'est dans l'IHM, parce que l'IHM, ça n'a rien à voir. Dans le premier cas, vous avez en fait des écrans fixes, quoi. Hein, vous avez des écrans, vous êtes sur votre poste de travail, vous avez un écran dans lequel vous avez l'ordre de travail, vous devez faire telle pièce, vous la connaissez, à la limite, vous avez le nombre, vous tapez le nombre de trucs, tac, terminé, c'est fini. Dans les banques, quand ils saisissent, j'ai vécu ça il y a déjà pas mal d'années, quand ils saisissent des transactions de leurs clients, ils ont des écrans fixes, hein, les fameux 3270, hein, et les filles, là, tac, 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 elles tapent, le code, le machin, le truc, ça part. Ces gens-là, quand on a voulu introduire la souris et les machins, catastrophe. On dit non mais ça va pas la tête, nous, pas question qu'on fasse ça, on va beaucoup trop vite, on peut pas. Et puis en même temps, un dialogue, mais on n'a pas de dialogue, on connaît les codes, on n'a pas besoin, on n'est pas efficace. Vous voyez? Donc c'est l'IHM qui doit s'adapter au stade, pas les programmes. Et l'IHM, dans le premier cas, c'est des écrans fixes, dans le deuxième cas, c'est des menus fixes par métier. Et d'ailleurs, vous avez tous vu, enfin, je veux dire, quand vous travaillez avec des comptables, ils n'ont pas des machins, des fonctions, des trucs, ils ont des trucs, vous voulez faire quoi? Rentrer un mouvement, sortir la balance, sortir le grand livre, c'est comme ça que ça travaille, c'est par menu. D'accord? Quand vous êtes ensuite sur des processus où vous avez pas mal de directions qui interviennent, ben là vous êtes obligé d'avoir des écrans avec des fenêtres et des... comment je disais ça moi? Ouais, c'est des fenêtres à choix multiples où vous avez des fonctions, des machins,
des icônes un peu partout et vous pouvez les choisir parce que le processus, c'est pas non plus un truc qui passe comme ça. Vous avez différents cas, donc ils doivent pouvoir choisir le cas qui les intéresse, etc. Et quand donc vous êtes en stade 4, et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez avoir des fenêtres de chacun des partenaires chaque fois que vous voulez pouvoir aller dans leur système d'information pour travailler. Donc ça veut dire que la manière dont on va développer l'informatique, les projets informatiques, les programmes et les services qu'offre l'informatique, eh bien d'une part, on va utiliser au maximum l'existant, hein, comme je viens de vous le dire. Deuxièmement, quand on a besoin d'enrichir par une dimension supplémentaire, un champ fonctionnel plus grand, un pouvoir relier les choses qui sont dans le même métier, relier les choses qui sont dans un processus ou les champs qui sont avec un partenaire, on va travailler l'IHM, et c'est à travers l'IHM et les fonctions qui vont nous permettre de nous connecter qu'on va pouvoir effectivement rendre exactement les choses dont on a besoin. Donc c'est pour vous dire que donc, quand on mène une mission, on définit d'abord les stades à la fois pour l'organisation et pour l'informatique. Et ça, c'est nouveau. Jamais personne ne le voit comme ça. Or, c'est comme ça qu'on est plus efficace. Oui, je simplifie là, parce que, encore une fois... mais allez-y, justement, les questions sont là pour ça. Une question. Vous avez fait référence notamment à l'OGP, à la changement de couche, donc un petit peu à l'urbanisation. Bien sûr. Mon premier livre, c'était l'urbanisation. D'accord. Qui fixe un cadre normalement assez normatif et assez contraignant. Et puis là... on reviendra là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais on reviendra là-dessus. C'est une première question. C'est quand même normalement, si le système d'information est bien pensé, l'ensemble du portefeuille de projet est pensé dans une logique d'urbanisation. Et là, vous semblez dire que finalement, au contact du métier, on va pouvoir faire évoluer le système d'information sous la contrainte du métier. Et vous ne faites pas du tout référence jamais au plan d'urbanisation, qui en général est détenu par la DSI. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une quadrature à avoir. Mais attention, parce que là, ok, on répond aux besoins du métier. Cependant, c'est un truc qu'on n'avait pas vu dans le plan d'urbanisation. Alors, on se dit finalement, d'un côté, j'ai un plan d'urbanisation qui voit le système sur plusieurs années, et d'un autre, je fais des business cases un peu à la tête du client en fonction des besoins. Donc ces petits business cases, comment je les corrèle, moi, avec mon plan d'urbain? Alors, la première question que vous posez, bon, ce n'était pas l'objectif d'aujourd'hui, mais je vais quand même y venir, c'est l'urbanisation. Qu'est-ce qu'on appelle l'urbanisation? Alors, comme je vous l'ai dit, le titre de mon livre, c'est « Urbaniser l'entreprise et son système d'information ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on urbanise, on va d'abord regarder les processus et la manière dont ces processus se déroulent. Quels sont les métiers qui sont impliqués? Quelles sont les données gérées par les métiers? Quelles sont les règles de gestion? Les grandes règles, on ne va pas rentrer dans le détail. Hein, et c'est à partir de ça qu'on définit une urbanisation. Et c'est à partir de ça qu'on définit ce que nous on appelle les îlots de SI. Les îlots de SI, c'est quoi? Alors, je vous dis, urbaniser une entreprise, on fait ça... Alors, je ne dis pas que c'est une grosse entreprise. Hein. Dans une entreprise moyenne, on fait ça en quelques semaines. Et à travers ces quelques semaines, on définit également les référentiels. D'accord? Comment on fait? À partir des processus, on regarde les métiers, on rejoint l'ensemble des métiers, c'est-à-dire on fait une espèce de... On prend les processus et puis on dit les métiers ils interviennent là, 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 là. Voilà l'ensemble des endroits où ils interviennent. Donc voilà les informations dont ils sont responsables et qui vont pouvoir distribuer ailleurs. Donc nos îlots, c'est à la fois une description des services rendus par l'îlot pour un métier, des informations dont ils sont responsables. Autrement dit, quand on dit des informations dont ils sont responsables, ce sont les référentiels dont ils sont responsables et il n'y a qu'eux qui peuvent les modifier ou les supprimer ou les créer. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, évidemment, ces informations sont utilisées par tout le monde. Mais quand ils sont utilisés par d'autres, en fait, ce sont toujours des copies au sens premier du terme. C'est-à-dire que si on a besoin d'y aller, ben, on peut y aller, mais uniquement les consulter. On peut aussi transmettre des fichiers, etc. Donc c'est ça qu'on appelle l'urbanisation. Donc l'urbanisation, c'est la copie, c'est le parallèle exact du métier, c'est la vision métier vue par l'informatique. Donc le découpage est exactement le même. Ce qui fait que lorsque on arrive effectivement à avoir un changement dans le processus, on va simplement se dire, on a besoin de telle information qu'on n'en avait pas besoin avant.
elle est où? On va regarder le référentiel dans l'îlot de SI. Et c'est là où, en fait, on va aller le piocher. Soit il existe et on peut le mettre à disposition, soit il n'existe pas, à ce moment-là on le développe, mais il reste dans l'îlot, dans ce morceau d'urbanisation qui est spécifique pour ce métier-là. Et c'est comme ça qu'on fait. Et je me rappelle d'une entreprise pour laquelle on l'a fait depuis le haut jusqu'en bas. On a découpé le système d'information de cette manière-là, comme je vous l'ai dit, hein, et maintenant ça fait 5 ans qu'on est intervenu, et cet urbanisme qu'on a défini est toujours efficace, et ils l'utilisent toujours. Et chaque fois qu'ils veulent créer une application, ils disent, bon ok, alors donc on a besoin, c'était dans la santé, hein, donc on a besoin du référentiel des hôpitaux, bah, il est là, c'est tel truc, donc on va chercher les informations là, tout simple. Alors on a fait un SSO, machin. On a besoin des médecins. Bon, le référentiel de médecins, il est où? Il est là. On l'utilise là, on ne l'applique pas. Ben, je peux vous dire que ça simplifie drôlement la vie. Et c'est immédiat, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que comme on part des métiers, il y a une cohérence dans tout ça. Et donc, normalement, on voit tout de suite où sont les choses. Et si, effectivement... Alors, il arrive, évidemment, que, comme je vous l'ai dit, que dans le métier, on n'est pas ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Ce sont des nouveautés, des innovations. Eh bien, on va rajouter dans l'îlot correspondant à la fois les règles, enfin les informations et les règles qui gèrent ces informations. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on y arrive. Donc c'est pas technique. Or, c'est pas technique, j'entends. Évidemment à ça est connecté les couches basses bien sûr, mais souvent quand on a fait de l'urbanisation, on l'a fait par le bas. On l'a fait en remontant depuis les couches les plus basses, en remontant, en essayant d'intégrer, en disant on va remonter jusqu'au métier. Mais c'est impossible à remonter parce que la logique métier, elle n'est pas dans les applis, elle est ailleurs. Elle n'est pas intégrée dans les applis. Et quand elle est intégrée dans les applis, à ce moment-là, vous avez des applications qui en fait automatisent les processus. C'est génial le jour où vous le faites. Vous avez d'une efficacité effrayante. Le problème, c'est que 2 ans après, quand ça a évolué, patatras, vous ne pouvez pas. C'est fini, c'est foutu. C'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà la réponse. Et vraiment, je l'ai vécu. Hein. Je l'ai vécu ce truc. J'ai une question. Ça veut dire que ton plan d'urbanisation, par résultat, il dépend du stade auquel l'entreprise. Eh bien évidemment. Sauf que quand on l'a fait, justement, on n'en avait pas tenu compte. Je ne le savais pas. Et on a rencontré des problèmes qui m'ont mis en évidence justement ce concept de stade, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a eu ce genre de difficultés, quoi? Et je me suis rendu compte, mais oui. En fait, on voulait faire passer une entreprise qui, en gros, était en gros au stade 1,5 et encore, et on voulait la faire passer au stade 3. Compliqué. Notamment sur le plan humain, parce que ce dont je vous dis, les ressources, c'est aussi les ressources humaines. Hein. Et celles-là, il ne faut pas les négliger. Et là, on les avait négligées. Elles n'étaient pas capables de travailler comme ça. Quand on leur proposait des choses qui normalement étaient de l'ordre du stade 3, ils disaient oui, mais le tableau que j'ai d'habitude là, où j'ai tout, il est où? Je dis mais vous n'avez plus besoin de ce tableau. Ah mais non, mais il me faut le tableau, sinon je ne peux pas travailler. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc c'est compliqué. Voilà, c'est le genre de problème qu'on... Je voulais juste terminer par quelque chose, c'est que quand on a défini les stades, après il y aura les questions après, hein, bien sûr, mais juste pour terminer tout ce que j'avais à vous dire, quand on a défini les stades, en fait ça va permettre d'identifier les évolutions qui vont nous permettre de répondre à l'objectif de l'entreprise. Quand on rencontre une entreprise, souvent le comité de direction, c'est lui qu'on rencontre, nous dit voilà ce qu'on veut changer, voilà pourquoi on fait appel à vous. Et ça veut dire qu'en fait, à travers le discours qu'ils ont et en gros leur stratégie, hein, finalement, ils cherchent à se positionner dans ce que nous on appelle un stade de référence. En gros, ils vont dire nous, ce qu'on veut maintenant, c'est on n'est pas assez, voilà, on est, alors ça je l'ai vécu dans une mutuelle, voilà, on est vraiment en silo, et en fait on se rend compte qu'il faut qu'on travaille plus notre transversalité, parce que vis-à-vis de nos clients, on avait pas mal de problèmes, on a rencontré pas mal de problèmes, même des fois vraiment des gros problèmes, simplement parce qu'on n'avait pas cette transversalité. Donc on voudrait faire de la transversalité. Et donc on dit, bon bah, ok, vous voulez vous positionner au fond dans le stade 3. C'est le stade de référence. Mais on va regarder ensuite toutes les autres parties de l'entreprise, les domaines, en disant mais où est-ce qu'ils se situent ces domaines, d'accord? Et donc, à partir des processus qu'on veut améliorer,
à partir des domaines qu'on aura identifiés de leur stade, en gros, on définit ce qui est nécessaire de faire évoluer dans chacun des domaines. C'est assez classique, j'invente rien là. Mais ce qui est important, c'est que ce concept de stade, il montre que c'est pas quelque chose de linéaire, la transformation qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire dans n'importe quel ordre. Il y a une dynamique de transformation qu'il faut mettre au point en fonction de quoi? En fonction, d'abord, de la capacité du comité de direction à aller vers ce que veut faire l'entreprise. Mine de rien, c'est pas rien. Ça, c'est dans l'opérationnel, dans la manière dont on fait les choses, et les stades du mode de pilotage. On a donc des cadrans qui sont comme ça, on positionne là-dedans, on part de plus loin, mais je ne vais pas vous expliquer tout ça, hein, c'est dans le livre. Une fois qu'on positionne les différents domaines là-dedans, eh bien, on définit une dynamique de transformation en disant, on va d'abord commencer par ça, ensuite on fera ça. Et ça, on ne fait pas avant d'avoir fait ça, pour des raisons, non pas des raisons techniques, ou des raisons en général fonctionnelles. Vous voyez, il y a des dépendances fonctionnelles, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des dépendances de stade, à la fois des individus, des matériels et de l'informatique. Voilà. Et donc cette dynamique, c'est vraiment quelque chose qui est finalement la conclusion de notre plan. On dit, ben voilà, vous devez modifier ça, on est d'accord, mais voilà dans quel ordre vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas dans cet ordre, vous allez avoir des problèmes, voilà pourquoi. Voilà. Je vous ai dit en gros là tout ce qui me paraissait important de vous dire. Maintenant, on va dire, posez-moi les questions et puis s'il y a des questions, n'importe lesquelles, hein, moi je sais pas de. Parce que c'est vaste, le sujet est très vaste. Hein, donc, voilà. Bon, première question, est-ce que c'était clair ou non? Est-ce que vous avez. Bon. Parce que s'il y a vraiment des termes ou des trucs que vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je peux les détailler, parce qu'évidemment, il y a des fois, j'ai été un peu vite, hein, je le reconnais. Hein, donc, faire ingurgiter tout ça en 1 heure, c'est quand même un peu rude. Hein. J'ai juste la compréhension de cette notion de stade. Oui. Est-ce qu'on peut la préciser? Parce que moi, j'ai tendance à faire le parallèle avec les niveaux de maturité qu'on connaît en informatique, qui ont été ces dernières années. Ah ben voilà. Quel est le rapport? On définit un niveau de maturité de l'entreprise vis-à-vis des démarches processus et du pilotage par les processus. Donc on pose cette question pour nous assurer que l'entreprise maîtrise ses processus, que la gouvernance est correspondante, que le SI tient compte de ce que, etc. En nous, c'est pas ça du tout, hein. Vous avez bien compris, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. C'est-à-dire que, par exemple, faire de la surqualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant « ouais, on va gérer nos processus transverses super bien, etc. » Si ce n'est pas l'objectif, et si ça ne permet pas d'être efficace à cette entreprise, pourquoi le faire? Au contraire, ça va contraindre les gens dans une manière de travailler et une vision qui n'est pas nécessaire. Pourquoi imposer à quelqu'un qui travaille en stade 1 ou en stade 2 les préoccupations du client, alors que tout ce qu'on lui demande, c'est de fabriquer un sous-ensemble qui soit impeccable, sans défaut, etc. Peu lui importe de savoir pour qui c'est fait, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Si c'est comme ça qu'on travaille, encore une fois. Hein, je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, encore une fois, il n'y a pas d'idéal. C'est quelles sont les préoccupations de l'entreprise. C'est ça avant tout, l'essentiel. On part des préoccupations. En général, des grandes entreprises mondialisées, elles ont tous les stades à la fois, c'est-à-dire que... Absolument, elles sont polymorphes. Oui. Mais c'est ça la difficulté. Parce que mon discours... Chacun a son poste de travail, chaque silo doit fonctionner, chaque entreprise et après, il y a des préoccupations au niveau du groupe. Oui. Alors, il y a deux aspects dans ce que je dis. La première chose, c'est que, évidemment, quand je dis par exemple d'une entreprise qu'elle est au stade 3, où elle va du transverse, ça veut dire aussi qu'elle a maîtrisé les stades 1 et 2. Hein. On passe pas, le stade 3 en lui-même, il n'a pas de sens. Les postes de travail doivent fonctionner, les silos doivent fonctionner comme il faut, et le transverse doit fonctionner comme il faut. Donc au fur et à mesure qu'on progresse, on a maîtrisé les stades en dessous. Hein. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est si une entreprise était totalement structurée et préoccupée dans un stade donné.
Hein, c'est, je dirais, c'est ce qu'on pourrait dire, pour être un peu anglo-saxon, les pure players, en stade 1, en stade 2 ou en stade 3. Au fond, tel qu'on travaille aujourd'hui et tel qu'on fonctionne, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y aurait pas de rupture entre stades. Donc voilà, ça marcherait bien. Mais c'est exceptionnel des entreprises comme ça, exceptionnel. C'est-à-dire que quand on a parfaitement tout transformé pour que l'entreprise qu'on est, qui est assez hétéroclite et assez hétérogène, pour faire ensemble que tout le monde travaille en stade 3, c'est-à-dire que chacun sur son poste de travail, c'est exactement ce qu'il fait pour le client, etc. Bah là, ça y est, c'est bon, quoi. On n'a plus de problème. C'est seulement, il n'y a aucune entreprise qui est comme ça. Et pourquoi? On pourrait dire à la limite, une fois qu'on a appliqué, bon, c'est court, c'est bon. Mais l'expérience nous montre, l'histoire nous montre que quoi qu'on fasse, vous avez toujours des individus qui sont des managers, à qui on donne des objectifs, à qui on donne des contraintes, à qui on fixe des missions, etc. Et qu'on le veuille ou non, lui va se concentrer sur ce qu'on lui a dit. Et il est rare que ce faisceau de contraintes soit suffisamment cohérent pour faire qu'il ne soit pas mauvais pour l'équilibre d'ensemble. Et donc fatalement, à un moment, hop, vous avez les choses qui évoluent de manière différente, et les différences et les clivages se font sentir dans une dimension ou dans une autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des entreprises polyvalentes. Uniquement pour ça. Quand vous demandez à un domaine, en lui disant, bah, toi, il faut que tu répondes à 30 ou 40 clients dans la minute lorsque tu l'as au bout du fil, bon, bah, le gars, il va optimiser ça. Et donc, bah, plus il optimise ça, et plus il est loin de quelqu'un qui va dire, oui, mais attention, le client, il faut aussi lui poser la question, peut-être qu'on va pouvoir lui vendre, faire des extensions dans un sens et dans un autre, etc. Vous ne pouvez pas lui demander ça. Donc, vous avez deux possibilités, où vous dites, non, non, moi de toute façon, celui-là je le garde comme ça, par contre, je vais peut-être créer d'autres centres d'appel qui vont être plus des centres vendeurs, qui vont faire des appels sortants, mais celui-là je le laisse là parce qu'il est... Donc on fait comment avec lui, quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on est au stade 3 qu'il faut obligatoirement que tout le monde vienne au stade 3. Ça dépend vraiment de la préoccupation et des contraintes que vous avez avec le marché. Donc vous pouvez aussi faire en sorte de faire le mieux que vous pouvez compte tenu des contraintes que vous connaissez. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de se dire on ne peut pas transformer ça parce que sinon on crève, le prix va pas être bon, le délai va pas être bon, je ne sais quoi, mais au moins on le fait consciemment en disant oui, je le laisse à ce stade, mais je sais les problèmes que ça me pose et je vais les résoudre de la bonne façon. Alors qu'avant, excusez-moi du terme, avant, alors que si on ne fait pas comme ça, pardon, non je veux dire avant pour nous, hein. Si on ne fait pas comme ça, ben ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va découvrir les problèmes au fur et à mesure, on va les résoudre d'une certaine manière, mais on va résoudre tel problème dans telle situation, tel problème dans telle situation. Et on va multiplier les fameuses transformations immédiates, vous savez, les modifications immédiates hein, qu'on trouve quand dans une mission. Ah ouais, mais il faut vraiment des petits trucs pour mon... Oui, d'accord. Les quick wins, voilà, ouais, merci. C'est bien les quick wins. Mais enfin, c'est un peu... il y a des étincelles de partout, la cohérence dans tout ça, en organisation, en SI, en machin. Hein, vous savez dans les SI ce que ça donne. Hein. Ouais, il faut absolument que dans la semaine, là, on ait ça parce qu'on a besoin. Ouais, d'accord, on le fait, on a un peu n'importe comment, le plus vite possible. Pas n'importe comment, excusez-moi. Le mieux possible. Mais il n'empêche que ça crée des contraintes, on devient moins agile. Après, ben, à un moment, on transforme tout. Quoi. Et c'est ça qu'on va éviter, nous. Ça va éviter. Vous êtes penché sur l'aspect de l'impact des réseaux sociaux, justement, en particulier dans le stade 4, où on travaille au niveau du groupe, et ce n'est plus, comme je venais de dire, je suis dans mon poste, je travaille, je suis tout seul, je ne sais pas, mais on travaille de manière collaborative, collective, interrégionale, intercontinentale, et donc on n'est plus dans l'optique, tout en étant engagé avec des objectifs tels que vous l'avez cité, donc la partie responsabilité reste intacte, mais les modalités de travail sont totalement différentes. Oui. Alors, vous savez, depuis on n'a pas eu de discussion là-dessus. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à admettre que ce genre de choses pouvait modifier les processus. Je vais tout vous dire. Mais il y a quand même certains processus
sont impactés par ça. C'est-à-dire que dans certains processus, ces outils, parce que c'est pas autre chose que des outils, hein, peuvent transformer le processus, faire que le processus se déroule de manière différente. Donc, pour moi, alors j'ai peut-être pas encore assez mûri, hein, parce que j'utilise pas encore beaucoup ce genre de choses, hein, je dois reconnaître. On est en train de s'y mettre, hein, justement, on est en train de transformer tout ça. Mais pour moi, bon, ça va transformer le processus. So what? Le jour où on a introduit le concept de poste unique dans la banque, tu sais, comment on appelle ça, point d'entrée unique ou je sais pas quoi. Pardon? Le guichet unique, oui. Ça a été, le jour où on a fait ça, c'est parce qu'il y avait le client-serveur, il y avait tous ces trucs-là. Pour les métiers, ça a été une transformation fondamentale pour eux. Enfin, fondamentale, non. Importante. De la manière dont ils ont organisé les agences, etc. Ça a changé les processus. Ouais, bon. D'accord, on en a profité, on a été plus efficaces. Mais pour y arriver, il y a pas eu, je dis dans le cadre de ces outils-là, un échange mis en commun de problématiques qu'avant Oui. n'était pas possible. Absolument. Donc Alors là, ça il y a permet, une différence. bien sûr, vous avez raison. Dans les processus d'innovation, il est clair que les processus vont être différents. Et ces outils vont permettre de quand vous travaillez sur des dossiers qui sont enrichis par des tas d'endroits, par des tas de personnes, je l'ai vu dans des gens qui créaient des dossiers, évidemment ça change complètement la vie. Hein, ils peuvent se discuter, s'échanger, prendre un même document, etc. Lorsque vous avez la possibilité, par exemple, dans les processus marketing, parce qu'il y a ce sujet-là aussi, hein, dans les processus marketing, d'interroger les clients. Bien sûr que ça change, d'accord, mais dans les processus, ça change quoi? Par exemple, la partie de conception, je connais le cas de Decathlon par exemple, conception de nouvelles chaussures de tennis, eh bien c'est le public, avec tous ces retours d'informations à travers les réseaux sociaux, qui a façonné la nouvelle chaussure. Ce n'est plus le concepteur de Nike. Mais qu'est-ce que vous avez fait là en faisant ça? Vous avez Changer changé le complètement processus. Vous avez changé le processus. Non mais je veux dire, oui. comment dire? Non, ce que je veux. Alors on ne s'est pas compris. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça impacte sur les processus, mais dans tout ce que je viens de vous dire, ça ne change rien. La manière d'arriver à un résultat n'est pas la même. Parce que dans un cas, l'information vient des utilisateurs répartis dans le monde qui parlent leurs avis sur la chaussure, qu'ils la préfèrent de cette manière ou d'autre, et sont pris en compte par le recherche et développement, tandis qu'avant, c'était un concepteur qui, enfermé dans son bureau, concevait la chaussure. J'ai bien compris. Mais si vous voulez, dans tout ce que je viens de vous expliquer, le point de départ, c'était tout est processus dans l'entreprise. Donc tout part du processus. Dans le premier cas, votre processus de conception, c'est un truc classique, vous êtes dans la R&D, les gens sont là, ils étudient de nouvelles matières, ils étudient de nouvelles ergonomies, ils étudient je sais pas quoi, de nouveaux tissus, de nouvelles manières d'accrocher, maintenant avec des straps, etc. Et ils conçoivent de nouvelles chaussures. Ce processus, c'est là, il se fait dans les R&D, et on termine dans la chaussure, après tout le reste ne change rien. Bon. Là, vous avez un nouveau processus qui dit quoi? Qui dit, on va envoyer dans les réseaux sociaux, on va questionner les gens, on va leur poser des questions, on va leur demander quel est leur avis, etc. Ça fait partie du processus, il y a une première étape. Vous recensez l'ensemble de ces choses-là, bon, il y a des choses qui doivent être complètement farfelues, probablement. Là-dedans, vous choisissez ce qui vous paraît, par exemple, ce que 80% des gens demandent, ben vous le prenez en compte. Ok? Vous concevez la chaussure, vous la mettez sur le marché, etc. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la démarche, que je réponds, par rapport à la démarche que je vous explique, ça ne change rien. C'est vos processus qui changent. Ce n'est pas la démarche qui change. Pour moi, une démarche, c'est un processus. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux, parce que ça met en lumière le paradoxe qui existe entre ce que vous décrivez globalement, ce qu'on appelle l'entreprise 2.0, c'est-à-dire l'entreprise dans son écosystème d'une façon générale, qui est très du XXe siècle, c'est le siècle dans lequel on vit, par opposition à ce que vous avez abordé au début et dans le monde dans lequel on vit, qui reste celui de la gouvernance par les processus, qui est le dernier avatar du terrorisme, qui lui, une partie très 19e siècle en fait. Et c'est assez intéressant de voir ce paradoxe entre deux mondes, l'ancien monde du process qui est très normalisé, très top-down quelque part,
et ce monde ouvert qui est beaucoup plus autonome en fait, et peut-être plus contradictoire. Voilà un petit peu votre avis justement sur cette émergence. Alors, ça rebondit sur une question qu'on avait dit tout à l'heure, que les processus étaient finalement quelque chose d'assez figé. Alors, le processus, c'est pas du tout quelque chose de figé. Le processus, c'est... D'abord, vous le définissez avec autant de précision que vous le voulez, et plus vous êtes dans un stade bas, plus ce sera précis. Plus vous êtes dans un stade haut, et moins ce sera précis. Je prends un exemple, on a travaillé, alors on a fait un projet mais qui n'a pas abouti, mais quand même c'est un truc intéressant. Vous savez qu'au ministère des Finances, ils ont une structure qui est interministérielle. Je ne sais pas si vous savez. Donc ils s'occupent de choses qui sont transverses. Pardon? Non, ça c'est le côté DSI, oui, mais côté métier, côté administration, etc. Oui, il y a eu ça aussi. Bon, mais ça aussi, bon. On pourrait en parler aussi de ça, mais bon. Non, mais du côté métier. Et donc, il y avait des gens là-bas qui s'occupaient de processus et des gens qui s'occupaient d'informatique qu'on pouvait mettre en place, à transformer, pour faire qu'il y ait une certaine transversalité au niveau de l'administration, parce qu'il y a certaines demandes, que ce soit des individus ou des entreprises, qui font intervenir plusieurs ministères. Et donc, on a appliqué notre démarche, et on l'a appliqué en disant, en fait, ce qui est important que vous devez définir, ce n'est pas des processus au sens taylorien, justement, pas du tout. C'est de dire, quels sont les grands événements par lesquels la demande va passer. Je n'ai pas introduit la notion d'événement, mais elle est fondamentale, mais on n'en finirait plus. Non. La notion, par quel événement on passe, quels sont les ministères qui sont chargés de les traiter, et au fond, le poste de travail, ou ce que j'appelle la phase, parce que c'est beaucoup plus précis, la phase, c'était chaque ministère. Donc les processus, c'était, voilà la demande, par quel ministère on passe. Alors des fois, c'est pas si simple, hein, et c'est ça le processus. Donc quand on parle de processus comme ça n'a rien de taylorien du tout. C'est juste, ça décrit, compte tenu des objectifs et des préoccupations interministérielles, quels étaient ces processus et qu'est-ce qu'on allait pouvoir associer à ces processus en termes d'efficacité, de préoccupation, d'efficacité vis-à-vis de l'individu ou de l'entreprise qui fait une demande à l'administration. C'était ça en fait qu'on a eu. Et donc selon le stade, vous êtes plus ou moins précis, et en fait c'est à vous à juger le bon niveau. Vous prenez ça c'est typique quand vous êtes en comité de direction. Si vous prenez les fameux, je ne sais pas si dans vos entreprises vous avez ça, vous avez des processus des fois qui sont présentés dans des trucs comme ça, quoi. Vous avez tout dedans, et c'est impossible pour un comité de direction de prendre une décision par rapport à des modèles comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va définir des processus au niveau de celui qui vous pose la question, de la préoccupation qu'il a. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça n'empêche que le responsable de service qui lui doit traiter tel document, doit le remplir, et puis ou le compte, lui il va le traiter dans le détail avec des procédures très précises en disant vous vérifiez ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, parce qu'à un moment il y avait quelqu'un qui doit le faire, ça veut bien être décrit aussi. Et là effectivement c'est du taylorisme là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, pour revenir à l'entreprise 2.0, je veux bien l'entreprise 2.0, ça veut dire quoi l'entreprise 2.0? Ça veut dire qu'elle est ouverte sur l'extérieur? Oui, d'accord. Mais l'entreprise, elle a des limites de responsabilité, moi je suis désolé. Hein. Moi, il y a des choses dont je suis responsable, des choses dont je ne suis pas responsable quand je suis dans une entreprise. Il y a une limite de responsabilité de l'entreprise qui est celle de ses processus. C'est à elle de les décider, hein. Mais c'est ça. Donc le 2.0, ça n'est autre chose qu'un outil qu'on donne à disposition qui permet, dans différentes activités, de modifier la manière dont on fait. Par exemple, on utilise beaucoup les réseaux sociaux dans l'innovation. On développe des systèmes qui permettent à des gens qui ne sont pas nécessairement en rapport de parler d'un sujet, de parler voilà, on veut innover, on veut changer la manière dont tel sous-ensemble fonctionne, et vous allez avoir des gens dans la logistique qui vont dire bah oui mais franchement moi quand je dois prendre l'objet qui est là, franchement ce machin là ça va pas, l'autre qui va dire moi je suis dans la maintenance, écoutez franchement là moi c'est pas pratique pour moi si on faisait le truc, chacun va donner ses idées, et puis quelque part ça revient à la R&D qui va dire bon effectivement je vais tenir compte de tout ça, c'est ça que ça permet.
le fait d'introduire le client comme un acteur potentiel de réflexion, de modification, etc., ça n'est pas autre chose qu'un outil qu'on donne à la disposition de l'entreprise. Mais il y a un moment où l'entreprise est plus responsable de ce qui peut se faire. Donc, moi, je suis assez mal à l'aise par ce concept d'entreprise 2.0. Je dirais il y a des outils 2.0 qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Certains, c'est utile, d'autres, c'est pas utile. Et je le dis d'autant plus volontiers que nous, on utilise justement ce genre de choses et qu'on les diffuse et qu'on travaille là-dedans. Un retour d'expérience sur les entreprises 2.0 pour avoir bossé avec quelques-unes d'entre elles, en fait. C'est vrai que d'abord, les primitives techniques qu'ils utilisent, elles sont plus standardisées. C'est-à-dire que, je me rappelle avoir dit, bon, bah alors, on va décrire le processus, commande, livraison, on me dit, attendez, c'est bon, quoi. Ça, c'est fait, quoi. Sous-entendu, l'informaticien qui gère la chaîne de commande livraison, il la maîtrise complètement, c'est pas la peine de la définir sous forme de process. Ok. Cependant, l'informaticien, il a quand même besoin de savoir si les données qu'il va projeter sur le web, il a le droit de les projeter juridiquement. Et la question reste toujours posée en étude d'opportunité, de faisabilité, et le petit schéma de process, il est toujours super utile, même s'il est fait vite fait. Et ensuite, il y a un autre problème qui est lié à la culture. C'est que dans les entreprises web des entreprises 2.0, ce sont des cultures de jeunes, les mecs vont vite et tout, et ils sont très responsabilisés. Et parfois, ils ratent des étapes dans la responsabilisation. C'est-à-dire que très rapidement, ils se rendent compte que finalement, tiens, on va créer une base client, et c'est la énième base client qu'ils vont créer. Et au moment où on va travailler sur la fidélité des gens qui viennent en magasin, mais des gens qui commandent sur Internet et qu'on va vouloir matcher les deux, c'est le foutoir. Et en fait, je pense qu'il faut toujours dissocier ces deux étapes. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez parlé de démarche agile pour le développement et puis de démarche amont, on va dire. La démarche de développement, la démarche d'exploitation, la démarche de maintenance en 2.0 est sans doute vachement transformée. Très en amont, le métier est très transformé, mais au milieu, les questions demeurent. C'est-à-dire quelles données j'ai le droit d'envoyer sur Bien sûr, toujours. etc. Comment je gère ma donnée client, est-ce que je dois la partager, est-ce que je répète 15 fois mes bases et puis ensuite je les réconcilie, enfin, et ça reste Alors, ils sont certainement durs à convaincre ces gens-là parce qu'ils sont habitués à être seuls, à être lâchés dans la nature au moment où ils font des développements, mais une fois qu'ils ont raté la première marche et qu'ils se sont fait mal, là on arrive à justifier l'intérêt des démarches processus. Alors, il y a d'ailleurs dans le C2P, il y a certaines personnes qui disent que finalement, on ne devrait pas formaliser les processus et qu'on devrait laisser l'entreprise, les individus, gérer leurs activités comme... parce qu'ils savent. Ils savent, et donc c'est pas structuré, quoi. On laisse les gens faire finalement beaucoup de liberté, etc. Pardon ? Oui, l'entreprise agile, voilà, si vous voulez. On peut appeler comme ça. Alors, moi je dois dire que alors là, moi je m'inscris en faux. Alors là je dis, moi je ne vois pas comment une entreprise qui a des objectifs, d'abord elle a des produits à livrer, elle a des délais à respecter, elle a des coûts, elle a des marges. Alors si y a quelqu'un fait quelque chose et puis il dit tu le veux, tu le fais, ouais je le fais, d'accord. Et puis on ne dit pas comment il le fait comme il l'entend. Je m'excuse, mais les délais, moi je les dis, attends, tu réfléchis, mais tu as 2 jours pour réfléchir et tu vas le faire le truc. Donc si tu sais le faire en 2 jours, ça veut dire que le processus il est informel. Vous prenez les artisans, on n'a pas besoin de leur dire comment ils travaillent. Ils savent que s'ils ont 2 jours pour fabriquer une porte, ils savent comment il va la faire. On n'a pas besoin de lui expliquer. D'accord? Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est comme la qualité. Au fond, on a introduit les notions de qualité parce que les gens ne respectaient pas un certain nombre de règles. Dès l'instant que c'est introduit dans l'entreprise, on n'a plus besoin de faire de la qualité, elle est introduite. Si on est comme ça, d'accord, mais dès qu'il y a un petit changement, la qualité, à la rigueur, c'est un état d'esprit, mais le processus, la manière de faire, ça change tout le temps, ces affaires-là. Si vous n'avez pas un minimum de structure, comment vous faites? Moi, je veux bien qu'on donne la liberté aux gens, mais il y a quand même des contraintes. L'entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent. Cette liberté va être dépendante du type d'activité. Quand on parlait, ce que vous dites, dans le milieu industriel, avec dans le milieu du consulting. Dans le consulting, il y aura une marge de manœuvre totalement différente et des méthodologies totalement différentes. Bien sûr. Si vous allez on est d'accord. chez Renault avec une taille à la chaîne. On est d'accord. Donc, ce que vous venez de dire, c'est plutôt du ressort industriel. Et dans les services, c'est pareil. Oui, tout à fait.
quand c'est mécanisé et quand c'est, je dirais, divisable par tâche, mettez des tâches chez un chercheur. Mettez des tâches chez un écrivain, un politicien. Ouais, mais là, c'est une chose. Moi, je parle des choses industrielles. Hein. Si vous prenez un artiste, c'est pas industriel. Oui, mais une société de consulting, un cabinet d'avocat, c'est pas industriel. Alors, je vais vous dire. Oui. Attendez. Je vais vous dire. Une expérience. Il fut un temps, je travaillais dans l'industrie, mais c'est encore dans l'industrie, mais non. Je travaillais sur les méthodes industrielles. On avait une équipe de consultants qui travaillait sur les méthodes industrielles. Bon. Chaque fois qu'on allait dans une entreprise en disant on va développer des méthodes industrielles avec des outils informatisés qui permettent première réaction, vraiment systématiquement, ah ben chez nous c'est pas possible parce que tout est différent. Et alors systématiquement je leur disais, attendez, si tout est différent, alors vous êtes un artisan, vous n'êtes pas une industrie, et bon courage. Bon courage. D'accord? Donc il y a des activités qui sont de l'ordre, je dirais, de la créativité totale, qui font jamais deux fois la même chose. Et celle-là, bah oui, il n'y a pas de process. Hein, il y a des process, mais ils ne se mesurent pas, ils ne se gèrent pas de la même manière. Effectivement, il y a des objectifs. S'il y a un contrat de recherche, il faut bien le respecter. S'il y a, par exemple, oui, mais au CNRS, il n'y a pas de process. Non, je parle de recherche. Attendez, de recherche, pas de gestion. Hein. De recherche. Le gars qui recherche, il recherche. S'il ne trouve rien, il ne trouve rien. S'il trouve, il trouve. Il n'y a pas vraiment de process. Le problème, c'est qu'une organisation qui tombe en marche toute seule, il faut aussi qu'elle soit apprenante en plus. Parce que dans la seconde qui suit, elle ne peut pas être la même que la seconde d'avant. Et c'est le MIT qui a défini des critères pour les organisations apprenantes. Et en fait, les critères, le premier, c'est la connaissance par chacun du réseau dans lequel il fonctionne, les processus. C'est fait pour ça. L'envie et la possibilité de bosser dans le réseau. Et le troisième, parce que les autres je ne me souviens plus, le troisième c'est la maîtrise personnelle. Maîtrise des compétences et maîtrise du comportement. Maîtrise du comportement, ça veut dire être capable de faire la part des choses dans le fait que dire, tiens, bah, si on va dans ce sens-là, je perds mon job. Et être capable de l'accepter, parce qu'il y a aussi ces enjeux de pouvoir-là qui jouent. Donc c'est pour ça que l'entreprise qui tombe en marche tout seul, elle n'est pas encore pour tout de suite. Et qu'on a toujours besoin de ces cadres de référence à un moment donné. Parce que franchement, dans les entreprises, enfin celles dans lesquelles je vais, franchement, on est loin des modèles dont vous parlez. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Mais effectivement, mais là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'il y a certaines activités qui ne peuvent pas être décrites en termes de processus. On va décrire plutôt des étapes par lesquelles on passe. Je me souviens, chez un opérateur mobile, on parlait de la création de produits. Et donc, comme on a été dans les processus, j'ai dit non. Dans la création de produits, vous ne pouvez pas parler de processus. C'est plutôt un programme par lequel un certain nombre de gens vont impliquer des processus dans ce programme. Mais ce n'est pas un processus. Par contre, ce qui va être important, c'est d'avoir des stades, des étapes par lesquelles vous allez passer. Celles-là, elles sont définies. À un moment, on parle de telle étape, comme un processus. Mais ce n'est pas un processus, c'est un programme. Par contre, les gens qui vont travailler dessus, le gars qui va par exemple tester un matériau, lui il a un processus pour tester le matériau. Le gars qui a développé une application, il a un processus pour développer, etc. Mais ils doivent plus coordonner ces processus, et ça c'est un programme, c'est pas un processus. Et souvent et d'ailleurs, en général, quand je vais à un comité de direction, je dis au départ, quels sont vos processus? Donc ils viennent l'analyser. Ben là-dedans, il y a à peu près 10 à 20% qui ne sont pas des processus. Alors c'est choquant quand je dis ça. C'est choquant, mais par exemple, allez, je vais vous choquer. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas un processus achat, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un processus de passation de contrat. Il y a un processus de passation de marché. Il y a un processus de recherche de fournisseurs. Il y a un processus... Pardon ? Et encore, est-ce que ce sont les achats qui font les bons de commande? Ça dépend, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a plutôt des étapes de processus dans lesquelles les achats interviennent. Donc ce sont des étapes de processus, pas des processus. C'est une définition de processus et un acteur. Non. Une phase est un acteur. Non.
Ben non, un processus, c'est pas un acteur. Si on fait du PML, on a un processus qui peut être au niveau, donc qui se décompose en sous-processus, en opération, et au niveau final, on est dans l'opération. C'est la même chose, c'est l'activité avec des entrées scientifiques, ça, un processus peut être fait par plusieurs personnes. Si vous mettez que le processus n'est que par un acteur, Mais j'ai jamais dit ça. bah, vous avez appuyé Non, 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 j'ai dit une phase, c'est un acteur. Une phase, une étape, un acteur. dans certaines méthodologies, tout est processus. Simplement, on a des processus au niveau, se décompose en sous-processus. Donc, on peut avoir au niveau processus métier, le processus de gestion des achats, les lancements d'achat. Pour moi, c'est pas un processus. Pour moi, c'est pas un processus. Il n'y a pas de processus. Qui passe par des sous-processus, de façon courante, bien marché, le pilotage dans son marché, une création d'un. Après, c'est le processus tel qu'on le définit. Hein. Après, voilà. Mais par exemple, dans ma définition de processus, il n'y a pas de sous-processus. Hein. Un processus, c'est tout ce qu'on fait en séquence hein, pour répondre. Hein. Donc, il n'y a pas de sous. S'il y a un truc qui est en dessous, il est dedans. Hein. Ou alors, il n'est pas dedans. Hein. Mais c'est un macro-processus. On descend jusqu'à vraiment l'ultime où là on ne peut plus descendre. Et dans les entreprises, vous avez la vision d'entreprise qui est faite par bloc, que ce soit la finance, le marketing, la RH et tout ça. Et à l'intérieur de là, vous avez encore des processus de haut niveau. Et avec ces processus de haut niveau, vous descendrez dans les sous-processus, sous-processus, et vous avez parfois 4 ou 5 couches. Je connais tout ça, je sais, mais je sais très bien. Le processus qualité, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Processus qualité, ça veut rien dire. Vous faites quoi? Vous répondez à quoi? Pardon? Pour répondre à une demande. Répondre à une demande. C'est ma définition. Mais je vais pas faire la révolution non plus, je sais très bien, vous savez, moi je suis pas grand, hein, moi j'ai vraiment un petit bout d'entreprise de rien du tout, donc je vais pas révolutionner. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que si on raisonne en termes d'organisation opérationnelle, quelque chose qui est opérationnel, alors le processus, ça répond à une demande. Point. Et donc dès l'instant que ça répond à une demande, vous avez une demande. Donc chaque fois, je dis, et le comité de direction comprend très bien, hein, quand il y a un processus qui n'est pas un processus, et justement pour les achats, ça a été le cas, j'ai posé la question, je dis c'est pas compliqué, hein, si vous avez un processus, quel est l'événement déclencheur? Le workflow, je n'en ai pas parlé, parce que pour moi d'abord le workflow ça n'est jamais qu'un outil. Hein. Un workflow c'est un outil. Hein. En fait c'est un outil qui a été créé pour résoudre justement les difficultés qu'on avait de faire communiquer les différentes applications les unes avec les autres au fur et à mesure qu'on suit un processus. Pourquoi? Parce que évidemment, comme je le disais tout à l'heure, et ça là-dessus pour moi c'est très clair, on ne doit pas dans une application programmer le processus. Donc ça permettait d'externaliser quelque chose qui en fait n'est pas de l'ordre de l'application, mais qui est de l'ordre de la manière dont on enchaîne les choses. Donc c'est cet outil-là. Et donc la manière ensuite dont vous allez suivre la demande, parce que finalement c'est ça, la demande initiale, la manière dont vous allez la suivre d'acteur en acteur, bah, vous avez différentes façons de faire. Le workflow en est un, mais il y a des tas d'autres possibilités, il n'y a pas que ça comme possibilité, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, vous pouvez le développer autrement, dès l'instant que c'est en dehors de l'applicatif proprement dit, vous avez plein de solutions pour le faire. D'accord? C'est ça, donc pour moi c'est... La grosse difficulté que je rencontre souvent, en tout cas personnellement, hein, je veux dire, c'est que il y a des concepts qui sont extrêmement forts et intéressants, comme par exemple le concept de SOA. Le concept de SOA, je trouve que c'est génial. En plus, quand il est sorti, j'ai dit, c'est génial ce truc, parce que ça fait justement le lien en disant qu'on va avoir une vue de l'entreprise et de son organisation en termes de services, et l'informatique va être aussi en termes de services, et on fait justement le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Conclusion, 6 mois après, ça devenait des systèmes, ça devenait de la technologie, ça devenait... Et donc les entreprises, d'ailleurs j'ai écrit dans 01 à l'époque où ça existait, en disant franchement, no way, hein, ça ne marche pas votre truc, si vous impliquez pas les métiers, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais c'est pas du SOA. Je me rappelle d'avoir écrit... Et donc qu'est-ce que vous pensez du cloud alors, enfin, le cloud, le cloud. Et ben, j'ai trouvé que c'était une très bonne opportunité pour le stade 4.
c'était un bon moyen justement de faire la liaison, on y allait tout doucement. Maintenant pour moi je vois pas ce que ça change, hein. Honnêtement je vois pas ce que ça change, à part, attendez, j'entends bien, hein, c'est plus pratique, ça coûte moins cher, on n'a pas les moyens chez nous, c'est plus souple, on peut avoir de la puissance, ok, là-dessus d'accord. Mais fondamentalement ça change quoi? On avait fait un séminaire justement sur le cloud, et en fait les gens se disaient, ben, quand je mets dans le cloud des choses, ben, finalement je dois me préoccuper des mêmes choses que si les choses étaient chez moi, c'est les mêmes préoccupations d'architecture, etc. Sinon, comment est-ce que ça va communiquer avec mon système d'information? Il faut bien que je réfléchisse là-dessus. Je peux pas. Le cloud, il résout pas ça. Il résout pas ça. Et d'ailleurs, on voit bien ce qui est mis en cloud. Je sais pas hein, ce que vous avez en cloud, mais moi, je suis prêt à évoluer là-dessus. Hein. Mais ce qu'on met en cloud, c'est souvent des trucs qui sont une application verticale, quoi. Donc, je sais pas hein, quelle est votre expérience, mais. Le rôle du DSI est nettement affecté par le cloud. Ah ben oui, absolument. Ah ben bien sûr. Ah, bien sûr. Mais comme au moment où le PC est arrivé, hein. C'est le même type de problème. Hein. Donc il y a quand même un changement. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de changement. J'ai dit simplement qu'il n'y avait pas. Je ne voyais pas ce que ça changeait en termes de démarche globale. On doit s'y prendre de la même façon. Simplement, on a des outils différents. On a des solutions différentes. Finalement, vous avez eu le SaaS aussi avant. Bon, quelle est la différence? Vous avez eu des gens qui vous hébergeaient des applications en vous donnant la possibilité d'avoir plus de puissance. Bon. Vous aviez, je crois c'est HP qui faisait ça, les virtualisations. Bon, je veux dire, tout ça, c'est les vendeurs qui trouvent des solutions pour faire bien, quoi. Mais c'est des bonnes solutions, hein, je ne dis pas. Mais fondamentalement, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Je ne crois pas que les problèmes de réseau soient les mêmes. De sécurité ne sont pas les mêmes. Il y a pas mal de différences. On a toujours des problèmes de réseau, mais ils ne se résolvent pas de la même façon. On a toujours des problèmes d'application qui ne se résolvent pas de la même façon. On a toujours des problèmes de relations avec les métiers, mais ils ne se résolvent pas de la même façon. On change la manière de traiter les choses, mais les problèmes existent toujours. C'est ça que je veux dire. Mais ils ne sont plus résolus par le même groupe d'acteurs. Bien sûr, non, on est vers les data centers. On est d'accord. Et la partie fonctionnelle se concentre chez le client. On change de métier. On change de métier. Vous changez. Dans le SaaS, les métiers sont importants. Et pas dans le cloud. Non, j'ai pas compris. Dans le SaaS, les métiers jouent un rôle un peu plus important. Parce que souvent, les métiers sont spécifiques de l'informatique dans le SaaS. Et dans le cloud aussi, non? Oui, non, mais le SaaS est une variante du cloud. Oui, d'ailleurs, j'ai eu un moment avant de comprendre ce que c'était que le cloud, parce que j'avais entendu parler du grid, j'avais entendu parler du SaaS, j'avais entendu parler il y avait d'autres choses, je ne sais plus quoi. Enfin, à un moment, je dis, mais attendez, je ne comprends plus rien. C'est quoi votre truc? C'est quoi? Pardon? Oui, aussi, oui. Qui était le père du cloud. Ouais, d'accord. Mais enfin, pour conclure là-dessus, je ne sais pas si c'est vous pour conclure, hein, mais dire que l'IT va devenir une ressource comme l'électricité, qu'on va pouvoir aller sur le cloud, prendre comme on veut, etc., ça j'y crois absolument. Ça, alors là, ça je pense que c'est un rêve de je ne sais trop qui, mais ça pour moi c'est un rêve. Parce que l'entreprise bouge, et faire bouger le cloud ou n'importe quoi aussi vite, eh ben, je vous dis bonjour. Hein. Voilà. Mais bon, bref, donc pour terminer sur mon discours, simplement dire, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il y avait différents stades, il faut avoir conscience de ces stades, comprendre les différents concepts que vous manipulez tous à partir de ces stades, et simplement en tenir compte, avoir conscience de ça, et savoir que ça, le seul fait d'avoir ça, ça génère un certain nombre de contraintes et de difficultés, et qu'il vaut mieux en avoir conscience au moment où vous créez les choses, qu'après, par les incidents qui sont créés, parce que là, après, ça devient un peu le foutoir. Voilà, je vais résumer, voilà.